Bonjour et bienvenue sur Technapa, la TK Papa. Alors, j'avais fait le test de la T1 Pro et la boîte était largement plus petite. Ici, on a la S1 Pro de chez FLSUN et comme vous voyez, la boîte est énorme. Je ne vais pas réussir à m'en sortir tout seul. Donc, je ne vais pas vous la montrer, mais ma femme va devoir m'aider. Et je ne vais pas la tester sur la table de test habituelle, mais sur cette table-ci, parce qu'elle est trop grosse. Donc voilà, allez, c'est parti, tout de suite après le générique. Alors, FLSUN nous propose donc la S1 Pro qui est la plus grosse et la plus chère des machines qu'ils ont pour le moment. Et c'est même pratiquement l'une des plus grosses que j'ai eues moi dans mon atelier pour le moment. C'est donc évidemment une version améliorée de la S1 qui était déjà sortie. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme amélioration? C'est principalement une autre gestion du flux d'air, en tout cas de la ventilation, pour pouvoir avoir un petit peu moins de bruit, puisque même si beaucoup de gens semblaient relativement ou bien contents de leur machine, le bruit était quand même énorme et donc maintenant ils ont essayé d'améliorer ça. Alors vous verrez dans les tests, puisque je les ai déjà fait au moment où j'enregistre ceci, que la machine n'est pas silencieuse. Je n'ai pas testé la S1, mais on n'est pas non plus sur l'excès que j'avais déjà entendu. Donc c'est possible que ça a amélioré un petit peu le bruit qu'il fait. Après, c'est une machine à mettre dans un atelier, pas dans une chambre à coucher. Donc voilà, oui, des machines-outils, ça peut et ça fait du bruit. La question est de savoir, est-ce que le bruit qu'elle fait vaut les performances et ce que je peux en avoir comme usage. Et ça, j'ai pas la réponse à la question au moment où j'enregistre ce passage. Alors, au niveau des arguments marketing de FLSUN, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent le fait qu'on a un gros flux de 110 mm3 par seconde, une accélération de 40 000 mm par seconde carré, une vitesse d'impression maximum dans des conditions très particulières de 1200 mm par seconde. On a un volume de construction, attention toutefois selon la cinétique delta, donc comme vous voyez ici, pas tout à fait en hauteur, mais de 32 sur 43, donc d'un diamètre rond de 32 sur 43 en hauteur sur le point le plus haut. On a un système de détection par intelligence artificielle, notamment pour le filament, etc. Ils disent 55 décibels. Mes tests à moi m'ont montré que c'est pas exactement ça. On est un peu plus. Alors apparemment, bon là moi je peux pas le tester, mais ils ont amélioré les algorithmes de gestion de la machine, donc ils sont sur les algorithmes 2.0. On a FLSUN World, ça je pense que c'est une app. J'ai eu des infos à ce propos-là au moment où j'enregistre, j'ai pas bien lu le mail, mais je dois regarder ça. Au niveau du plateau, on peut monter jusqu'à 120 degrés. On a une chambre chauffée à 50 degrés et une hot end qui peut monter jusqu'à 350 degrés. Alors là, c'est utile pour certains matériaux très techniques. Après, voilà, vu le prix de la machine, c'est peut-être une machine à destiner à ceux qui travaillent dans un atelier avec des filaments plus techniques. C'est tout à fait possible. On a évidemment de l'auto-leveling. Ils mettent en avant qu'on a une première couche parfaite. Bon, d'accord. Un système de détection des spaghettis. Alors voilà, je vais voir si je sais trouver un moyen de faire en sorte que ça part en cacahuète et pour voir s'il sait le détecter. Alors ils disent qu'elle est équipée d'un UPS Power Supply, donc avec une reprise en cas de coupure de courant. Bon, c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup d'imprimantes. C'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est bien qu'elle en soit équipée. On a un système de filtration avec un filtre EPA plus un système à charbon actif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un déshydrateur de filament qui est intégré à la machine, mais ça lui fait prendre beaucoup de place dans la machine. Voilà, ça rend la machine imposante. La caméra intégrée pour faire du time-lapse ou pour faire un monitoring en temps réel avec quelques fonctions IA, enfin des petites fonctions IA, donc la détection de spaghettis en gros.
Ils disent qu'on a un système intelligent de chauffage du plateau, donc et c'est pour ça que vous verrez que ça peut, le plateau peut monter hyper vite en température, puisqu'en fait, il va limiter sa zone de chauffe à ce qu'il a besoin pour imprimer. Et ça, c'est pas mal. Et enfin, on a une mémoire interne de 16 Go. Et si vous avez vu le test de la T1 Pro, vous vous dites oui, mais mon Dieu, on va passer du temps à la monter. La T1 Pro, fallait la monter complètement. La S1 Pro, il faut pas. Elle arrive pratiquement montée. On n'a qu'à mettre la porte et le panneau de contrôle. Et c'est parti. Alors le prix pour une telle bête, eh ben, c'est 1499 € si on l'achète sur la boutique officielle. Et alors au niveau des différences, bah, c'est un peu compliqué de les voir sur le site internet, mais on va principalement avoir la grosse différence, donc je l'ai dit, c'est le système de refroidissement qui va être un peu plus silencieux. On a également un tout léger volume de construction qui est un petit peu plus grand, puisque en hauteur, hein, la surface d'exploitation pour le cylindre maximum en Z est un petit peu plus haut que lors de la S1, et ils ont rajouté également l'algorithme 2.0. On ne sait pas trop voir ce que ça fait, mais donc on est sur plutôt vraiment une FLSON S1 2.0 plus que une version réellement pro, selon moi, puisqu'il n'y a pas vraiment de fonctionnalités particulières différentes. Allez, alors regardez ça. Bon, alors à l'intérieur de la boîte, eh ben, ceci, hein, une grosse boîte. On a un petit diagramme qui nous explique dans quel sens et dans quel ordre on doit déballer la boîte. Hein, ils sont gentils de nous le dire. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Une poignée. Voilà, ce sont les poignées. Elles ont l'air d'être en plastique. Alors, un manuel qui a l'air relativement clair, mais qui n'est que en anglais. Le cordon d'alimentation. Une petite boîte. Là, c'est un peu comme avec la T1 Pro. Une petite boîte avec tout ce qu'il faut, la graisse, la quincaillerie, une buse de remplacement, la clé USB, enfin bref, tous ces petits brols. Et sur ce coup, ils n'ont pas été trop radins, hein, puisqu'on a une bobine de 500 grammes de PLA HS. Bon, ils auraient pu mettre le kilo, mais c'est 500 grammes. Enfin, quelque chose, je sais pas, le panneau de contrôle de la machine, voilà, plutôt sympa. Et j'imagine que... Oh. Et pour le reste, je vais me démerder. Ah, bon, voilà. J'ai vraiment eu besoin de l'aide de ma femme pour ça, c'était pas possible du tout autrement. Donc, vous voyez déjà comme elle est énorme. Hein. Sur le meuble, elle est plus haute que moi. Je fais 1,86 m, pour vous donner un peu une idée. Alors là, on est sur l'arrière. Ce qui était pratique, c'est qu'on avait des poignées de chaque côté intégrées pour pouvoir nous aider à la porter. Je vais retirer le plastique, la mettre dans le bon sens. Et on regarde ça tout de suite. Alors voilà, le gros bébé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a ici le système de dessicant. Donc, il y a des dessicants là-dedans. On peut venir le mettre ici. Vous voyez que la bobine vient ici et le système pour mettre la bobine est fermé. À l'intérieur, vous voyez la boîte ici, elle est sécurisée par des vis. Donc il va falloir que je dévisse ça pour avoir accès à la boîte. La boîte, à mon avis, reprend les portes. Le panneau de contrôle vient s'installer ici. Donc il faudra le visser également. Mais comme vous voyez, hein, contrairement à la T1 Pro, on n'a pas grand-chose à faire à monter. Alors, la partie montage ira donc très vite. Je vais commencer par démonter ces parties-là et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Bon, alors voilà, la boîte est retirée. Ça dégage un petit peu l'intérieur. Hein. On voit qu'on a quand même une belle cavité fermée et le PEI qui est magnétique et qui a un beau diamètre. Regardons maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Et donc, comme je le disais, dans la boîte, on a les portes qui sont, elles, bien emballées aussi, j'espère, parce que j'aimerais pas qu'elles soient cassées. Alors, voilà déjà une première porte. Je pense que ça, c'est la porte qui vient ici. Vous voyez que c'est un peu sali par le collant, mais c'est pas grave. C'est une porte qui est en verre.
Ben, ça, c'est plutôt pas mal. Et la seconde porte, ben, elle aussi, est en verre. Alors, bon, on va devoir monter, mais voilà ce que ça donne avec la porte fermée. Un verre un peu fumé, ça donne vraiment pas mal. Alors, on fera un petit tour du propriétaire après, hein, mais ma première impression, impression, non, justement pas encore, mais ma première impression, c'est que dans mon test de la T1 Pro, j'avais dit que ben, je trouvais un peu dommage le fait que ben, la noblesse des matériaux utilisés dans les Delta de chez FLSUN sur les gammes précédentes, eh ben, on la retrouvait pas dans la T1. C'était des plastiques corrects, mais on n'avait pas comme ça cet aspect métal et solide que on retrouvait par exemple sur la V400 ou sur la FLSUN SR. Et ben, je pense que c'est parce qu'ils conservaient ça pour leur gamme supérieure, puisque celle-ci, eh ben, de ce côté-là, je n'ai aucun problème. Elle est qualitative, vraiment. Alors, je sais qu'a priori, elle fait énormément de bruit, on verra ça après. Pour la qualité d'impression, je ne sais pas encore, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle est super qualitative. Et bon, alors on aime ou on n'aime pas la Cinétique Delta, mais moi, c'est des machines que j'aime particulièrement bien. J'aime bien les regarder imprimer. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Allez, on va continuer le montage. Bon, alors, première partie du montage, c'est donc effectivement, alors n'oubliez pas de retirer ça du petit sachet plastique. Je vais le faire tout de suite, mais c'est effectivement installer la porte en verre. Alors pour ça, rien de bien compliqué, hein. Des vis à visser sur des charnières qui sont prévues à cet endroit, enfin à cet effet. Et quand c'est fait, on vient prendre la petite poignée qu'on vient installer également ici. Ensuite, ben, on vient faire pareil avec la deuxième porte. Et voilà, alors petit détail, hein, donc la porte tient bien hermétiquement, mais je trouve qu'il y a un petit jeu à cause du joint ici. Et ben, si je ferme comme ça, elle tient pas, je dois vraiment pousser un coup. C'est peut-être fait exprès, c'est peut-être pas fait exprès. En tout cas, ben, ça fait qu'il faut y penser. Alors une fois la porte montée, on a des clips à retirer ici. Donc celui-ci, on essaye de le faire délicatement et on en a de l'autre côté. Ça libère la courroie. Donc c'est des petits clips qui ressemblent à ceci. Et enfin, on a des câbles à attacher. Alors on doit couper d'abord ici le petit serre-joint qui permettra de relâcher les câbles. Alors évidemment, on essaye de ne pas couper les câbles en même temps. Et pour le reste, c'est pas compliqué. Bon, alors vous voyez ici à l'arrière du boîtier de contrôle, on a des chiffres 1, 2 et 3. Ben, il suffit de venir connecter les ports USB-C en fonction des numéros. Donc on a le 1, le 2 et le 3 qui a l'air de s'être caché quelque part. Bon, alors au passage, j'ai détaché le panneau avant pour aller regarder un petit peu à l'intérieur comment ça se passait. Pourquoi? Parce que ben, vous voyez ici, j'ai deux ports USB-C hein, qui ressortaient de là, qui sont libellés 2 et 3. Et donc sur le panneau de contrôle, j'ai les ports 1, 2, 3. Dans le manuel, ils disent de connecter les ports et je ne vois pas le câble avec le port numéro 1. Je me suis dit qu'il était à l'intérieur et puis j'ai ouvert, je ne l'ai pas trouvé, donc j'imagine qu'il ne faut pas, j'espère. Sinon, on va avoir une surprise. Mais donc, si c'est comme moi, ben, il faut peut-être pas brancher de port 1 dans le port 1. C'est peut-être pour un module complémentaire ou je ne sais quoi. En tout cas, moi là, j'ai bien regardé, il n'y en a pas. Alors, une fois que c'est branché, vous voyez qu'ici, on vient simplement glisser le panneau et on a deux vis à attacher. Et on en a deux autres à attacher en dessous. Voilà, le boîtier de contrôle est mis et c'est tout ce qu'il y a à faire. L'imprimante est montée. Bon, alors maintenant, on va faire un petit tour du propriétaire, hein, regarder à l'intérieur et après, on l'allumera. Tu veux voir une énorme imprimante 3D? Tu peux aller dans le... Ouais, tu pourrais presque rentrer dedans. Même pas, j'aimerais vraiment plier, ça devrait être encore un peu plus là. Mais c'est cool que ce soit grand, parce que ça peut être des grandes pièces, mais le plateau est pas vraiment grand. Ouais. Ça aurait dû être plus grand parce qu'il y a plein d'espace, mais c'est pas Alors grand. ça, c'est l'intérieur vu vers le haut. C'est un petit peu compliqué de vous montrer, hein. Alors, on voit ici le tuyau de la CPAP, hein, qui va être en gros le système de ventilation de la machine, mais qui va donner pas mal de pression et ben, qui va peut-être faire pas mal de bruit, hein, ça c'est la question. Alors
de tout au-dessus, là, vous pouvez pas bien le voir, mais on voit qu'il y a encore des petites parties électroniques, mais ce sont des choses dans lesquelles on va pas forcément avoir accès. Sur le côté, ici, on a le système de filtration et on a une trappe à l'extérieur pour pouvoir venir changer le filtre. Et ici, vous avez l'effector hein, qui est avec ses tiges de carbone et qui fonctionne un petit peu à l'ancienne. Hein. J'avais dit que sur le système de la T1 Pro, on avait un autre système et que moi je préférais ces tiges en carbone. Et on les retrouve ici sur la S1. Alors à ce niveau-ci, on a la caméra, on verra bien la vue que ça donne. On peut voir ici qu'on a les courroies, elles semblent déjà bien tendues, mais on a un système pour pouvoir, sur chaque axe, pour pouvoir retendre nos courroies. Alors comme je le disais ici, on a une trappe qu'on peut dévisser pour venir changer le filtre du système de filtration. Je le disais aussi en entrée, on a des poignées pour pouvoir la déplacer et c'est vraiment nécessaire. Sur le côté avant droit, on voit ici, on a la prise de courant et le bouton on-off. Et voilà, bon, en même temps avec un système Delta, on n'aurait pas su en avoir un complètement à l'arrière, mais voilà, c'est pas trop mal placé. Et de l'autre côté, rien de particulier, que ce soit en haut ou en bas. Donc, malheureusement, pas de port Ethernet sur cette machine. Alors au niveau du panneau de contrôle, si ce n'est que ça fait bien miroir et que vous voyez mon appareil photo et ma main, on a 2 ports USB et un bouton d'alimentation. Donc on n'est pas toujours obligé de venir éteindre là derrière. Et sur le dessus, hein, je l'avais montré en entrée, je l'avais montré au début, mais on a ici le système pour venir mettre la bobine pour qu'elle reste à l'abri de l'humidité. Et on a un système roulant à ce niveau-ci, c'est pas plus mal. Donc on met la bobine, on fait passer le câble ici dedans, et puis il va dans l'extrudeur, etc. Bon alors voilà pour ce premier tour d'horizon de la machine. Hein. Vous voyez que le démontage était correct. Pour le moment, je trouve qu'au niveau de la conception, je vois pas grand-chose de compliqué, si ce n'est ce port 1, pour lequel je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, ou j'espère que ça s'allume et que je vais pas avoir un problème. Et ce que je trouve aussi moins bien, c'est ce que je vous ai dit pour la porte, hein, qu'il faut vraiment bien venir pousser parce que, voilà, à cause des joints qui sont un petit peu trop épais, je pense, pour l'aimant. Bon, je vais voir si je peux faire quelque chose de mon côté, mais ça, c'est un point à noter. Alors, au-dessus, il n'y a rien du tout. Il y a des grilles d'aération, mais il n'y a rien de particulier à vous montrer. Et puis, en même temps, ça va être dur de vous le montrer. Bon, allez. On va allumer la machine. Alors, dans un premier temps, on va suivre les étapes de mise en route. La première calibration, je suppose. Et ensuite, on regardera un petit peu l'interface. Alors, voilà, au premier démarrage, là, elle est plutôt silencieuse. À ce niveau-ci, en tout cas. Je n'entends pas un gros vrombissement. On l'entend légèrement souffler, mais à ce niveau-ci, elle est plutôt silencieuse. Ce sera probablement autre chose une fois qu'elle aura démarré. Mais à ce niveau-ci, rien à dire. Alors, on a un menu, on choisit la langue. On a plusieurs langues, français. Je vais mettre français pour voir la traduction, mais je finirai certainement par la remettre en anglais parce que j'ai l'habitude. Start. L'écran paraît assez réactif. Je viens choisir mon Wi-Fi. Il ne détecte que mon Wi-Fi 2,4G, donc je suppose qu'il n'est que en 2,4G, mais c'est super réactif par contre. Je viens taper mon mot de passe. Alors là, je vous le montre pas. La connexion est réussie. Je confirme. J'ai une adresse IP. Je fais suivant. Et on arrive directement, donc pas de tutoriel, pas de bonjour, tralala, on arrive directement à l'écran de contrôle de la machine. Un écran de contrôle qui est quand même grand, hein, et qui est plutôt beau, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran de contrôle? On a l'heure. On a le symbole pour dire qu'on est connecté en Wi-Fi. On a la température intérieure de la hot end et la température du plateau. Ici, je ne sais pas encore ce que c'est ce symbole. Et on a les informations qui sont là. C'est juste une image. Il n'y a rien de cliquable. Alors ici en dessous, on a 4 icônes. Là, on peut allumer ou éteindre la lumière de la machine, lumière qui fonctionne d'ailleurs bien. Ici, on va retrouver ce qu'il y a en local sur la machine, c'est-à-dire les modèles qui sont déjà disponibles sur la machine.
On a un Benchy, un modèle de fan silenceur, on a encore le Dwarf Paladin, c'est le même qui avait dans le test de la T1 Pro. Donc bon, on regardera après pour des modèles de test à imprimer. Vidéo, on va pouvoir retrouver les vidéos timelapse qu'on aura demandé d'enregistrer. Et JNL, je sais pas. Alors, au niveau print, donc ça c'est pour la gestion du dossier. Et ici, on a la gestion des prints avec une prévisualisation comme ça par image. On voit déjà un petit peu mieux ce qu'on peut imprimer. Donc on a ici le pot de fleurs, le paladin, un petit phare et un bonhomme low poly. Celui-là, je l'avais imprimé avec la S1 Pro. Je pense que j'imprimerai le petit phare, le Benchy et le petit phare ici pour le test. Le deuxième onglet est un onglet de contrôle et dans lequel on va pouvoir venir débloquer les moteurs, venir faire un homing et venir déplacer nos axes. Alors toujours, moi j'aime pas trop ça chez FLSun. Je préfère un système de croix. Ici, on est sur un système de ligne pour venir gérer nos axes X, Y, Z. Bon, voilà. Et au-dessus, on a les contrôles de la température et on peut venir choisir un pré-réglage par type de matériau. PLA, BS, PETG, flexible ou refroidir l'ensemble. Alors au niveau du filament, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système interne de déshydrateur, donc on va pouvoir l'activer ici directement depuis l'intérieur et ça, je crois que c'est vraiment cool. On voit le taux d'humidité à l'intérieur là pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de filament et la température et puis bouton charger, décharger pour venir charger, décharger le filament. Et calibration, bon, je vais le faire ici, mais c'est les différents étalonnages, donc étalonnage du moteur, compensation des vibrations et nivellement du plateau. Enfin, l'onglet réglage nous permet de venir nous connecter en Wi-Fi. On a le réseau. Au niveau de l'IA, il y a une série de choses. La machine est censée être un petit peu contrôlée par IA et ça nous permet de détecter avec la caméra des problèmes, s'il y a des débris, s'il y a des spaghettis, on va l'activer, mais en général, je suis pas très fan de ces trucs d'IA. Je vais l'activer pour voir dans mes tests si il me fait trop de faux positifs ou bien s'il me fait des négatifs, enfin s'il détecte pas. Au niveau du général, on a quelques options pour la mise en veille de l'écran, le fait de l'éteindre, que la machine puisse s'éteindre automatiquement ou pas alors qu'elle n'est plus en fonctionnement. Bon, voilà, la langue, la luminosité la luminosité c'est de l'écran. La luminosité de l'écran. Guide, c'est des codes QR pour pouvoir trouver le mode d'emploi. Et à propos de, on a les firmware. Alors, je vais dans à propos de, et là, vous voyez, j'ai une mise à jour qui vient se proposer. Ce que j'aime bien, moi, c'est quand il y a les patch notes dans les mises à jour. Donc, je vais la mettre à jour avant de faire une calibration. C'est pas mal. Bon, on a un petit message en chinois. Et la mise à jour commence comme ceci. Bon, alors voilà, il y a eu des mises à jour successives. Elles ont été relativement rapides, mais ils me conseillaient, après la mise à jour, de refaire la calibration que j'ai pas encore fait. Donc je vais faire la calibration tout de suite. Et pour ça, c'est dans le menu de contrôle, calibration, et on a toujours 3 calibrations possibles à faire. Je vais commencer par l'étalonnage du moteur, et puis le nivellement du bed, et puis les compensations de vibrations. Bon, alors c'est pas vraiment très intéressant pour vous de regarder ça, donc je vais passer vite fait là-dessus et on va, une fois que c'est calibré, imprimer un premier modèle de test. Bon, au niveau du chargement du filament, ça a l'air relativement facile. Néanmoins, je trouve que le tube PTFE aurait dû être un peu plus sur le milieu, puisque là, si je mets la bobine et que je la mets vers le fond, vous voyez, ça se décroche. À mon avis, je vais devoir mettre... C'est parce qu'il y a la place pour mettre des bobines plus larges que cette bobine-là. Bon, à mon avis, je vais devoir mettre un petit réducteur ici. Je trouverai bien ça imprimé ou je le modéliserai.
Mais sinon, voilà. Alors, j'ai pas pris la bobine qui file avec parce que c'est du blanc et que le blanc, eh ben, ne permet pas de bien voir sur la vidéo les détails. Donc, voilà. Et sinon, on ferme. Elle est protégée de l'humidité et on peut en plus activer la déshydratation en même temps qu'on imprime. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par imprimer un petit modèle, le Benchy qui est avec, et on va voir un petit peu sa qualité. Évidemment, c'est un modèle qui est pensé par Effelson pour pouvoir être imprimé avec cette machine, mais bon, on va déjà regarder ça et essayer d'écouter le bruit qu'elle fait. Et voilà, le filament charge. Alors, il y avait un peu de filament blanc dedans, ça, c'est ce qu'ils mettent en usine pour tester la machine. Et c'est amorcé avec mon filament couleur chair. Donc, c'est parti pour le petit Benchy. Alors, pour le Benchy, vous voyez, il me prévoit 8 minutes. Donc, c'est plutôt rapide. On va activer le timelapse. On verra si je sais le récupérer après. Et imprimer. Et au passage, vous voyez le panneau de contrôle. On voit la vitesse de la ligne en temps réel. Et là, on entend la ventilation s'activer. Là, la ventilation est à 100%. Alors, j'ai pas de sonomètre ou de décibelomètre ou n'importe quoi. Mais par contre, vous avez vu, le lancement du print, c'est quand même rapide. Il met pas une plombe et il est parti. Alors, un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais installer une appli pour pouvoir prendre la vitesse. Vous voyez, là, il a fait une pointe à 1200 mm par seconde, en tout cas affiché ici. Il va vite. Je vais ouvrir la porte. Donc ici, c'est avec la porte fermée. Et ici, c'est avec la porte ouverte. Donc, comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu une idée du bruit que ça fait. Là, je suis à peu près... le micro est à peu près à 40 cm. Et il est plutôt énervé. Bon, alors voilà, il l'a fait. Alors c'est écrit en 8 minutes. Bon, au niveau de la qualité, il l'a fait en 8 minutes, mais au niveau de la qualité, on est sur de l'acceptable, on va dire. On n'est pas sur la plus haute qualité. Voilà. On va voir après si on peut affiner ça, mais ici le test, on a quelque chose qui est sorti. C'est pas le plus fin. On voit qu'il y a ici un petit peu de d'artefacts, de lignes. En tout cas, on sent l'impact de la haute vitesse sur la qualité. Après, je pense que c'est une question d'équilibre à voir avec la machine. On peut aller jusqu'à une vitesse de dingue, et ici c'est un fichier qu'ils ont montré qui est imprimé à 1200 mm par seconde. Je pense que c'est plutôt adapté à des fichiers avec des hautes hauteurs de ligne et des formes géométriques simples. On peut avoir un gros bloc, enfin voilà. Pour des fichiers comme ça, petits, précis et courbés, je suis pas convaincu que ce mode ultra haute vitesse est le mode le plus adapté. Mais bon, voilà. On va continuer les tests. On va regarder un petit peu la suite. Alors justement, ici, dans les fichiers qu'ils proposent, on a une forme plus simple. C'est un pot qui est circulaire. Donc, on va tester ceci et on va voir la qualité. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le temps avant le démarrage, parce que ça va quand même super vite. Donc ici, la machine, elle est froide. Je vais appuyer sur imprimer et je vais vous tenir la grappe. Et puis comme ça, vous entendez également aussi
le bruit au fonctionnement. Là, il chauffe sa buse et le plateau, et la chauffe du plateau est hyper rapide. Je crois que c'est la première fois que je vois un plateau chauffer aussi vite et monter en moins de... Alors là, il est déjà à 52 degrés, il était à 30, 55, c'est moins de 30 secondes. Et vous allez voir, l'impression va commencer. J'ai pas calculé le temps, mais voilà, il fait sa ligne de purge. Et ça commence tout de suite. Ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Bon, allez, on va le laisser finir et on regarde ça après. Bon, alors, je vais en profiter qu'il est occupé d'imprimer cette espèce de pot pour faire un test pour le bruit. Alors bon, j'ai installé un sonomètre sur mon téléphone et on va regarder. Ah, je vais mettre à 1 mètre, hein, il paraît que c'est ça qu'il faut pour prendre les mesures. Porte ouverte et porte fermée, ben, le bruit que ça fait. Bon, alors je vais parler, donc évidemment ça monte, donc je vais me taire un petit peu et on va voir. Là, je suis à 1 mètre. On est à 60 décibels, porte fermée. Maintenant, si j'ouvre la porte, vous voyez qu'on est plutôt de l'ordre de 70-70 décibels. Donc on gagne en fait 10 décibels avec la porte, donc l'isolation est quand même pas mal. Alors ça c'est imprimé, il l'a fait en 2 heures à peu près. C'est plutôt pas mal. Et ici on voit déjà des meilleurs résultats. Alors je vous montre ceci. On voit déjà de meilleurs résultats, hein, puisqu'on est sur quelque chose de beaucoup plus... c'est probablement plus facile pour lui à imprimer. Alors, les premières couches, hop, sont aussi plutôt bien. On voit, si on insiste bien, qu'il y a des petites vibrations, mais là encore, c'est un modèle qui a été imprimé à la vitesse maximum. Moi, je suis quelqu'un de prudent. De toute façon, je ne recommanderais pas d'utiliser à la vitesse maximum pour des prints de tous les jours. Mais bon, pour une pièce un peu prototype ou quelque chose qu'on veut voir très rapidement et pour lequel avoir quelques défauts esthétiques n'est pas un problème, pourquoi pas? Je rappelle que la vitesse annoncée ici est de 1200 mm par seconde, donc une grosse vitesse pour autant qu'on ait également la matière qui tient le coup. Et c'est justement pas d'un point de vue mécanique, à mon avis, que vous aurez des difficultés, mais d'un point de vue de la matière, hein, puisqu'elle doit suivre avec un tel débit. Bon, toujours est-il que ça, c'était un fichier qui était prévu dans la machine. Je vais en imprimer un dernier, le phare dont j'avais parlé, et après, on passera sur l'ordinateur pour regarder un petit peu ça et lancer un fichier que j'aurais choisi moi-même. Allez, on y va. Donc ben voilà le résultat, il l'a fait en à peu près 1h15. Alors il l'a pas fait à 1200 mm par seconde. Moi j'ai vu sur l'écran plutôt des pointes à 800 mm par seconde, ce qui est déjà très très bien. Et je trouve que la qualité est vraiment plutôt acceptable, plutôt bien en fait pour cette vitesse. Donc de ce côté-là, je dois dire que je trouve qu'elle va bien. Par contre, j'ai pas utilisé le filament qu'ils ont donné avec. Les fichiers sont évidemment les fichiers qui sont prévus par le constructeur sur la machine, optimisés et aussi optimisés pour leur filament. Les caractéristiques des filaments d'une autre marque peuvent un petit peu varier. Et ici, c'est un filament Anycubic. Alors voilà, pour le test suivant, donc je vais ici utiliser du filament de chez iSunmate. Ils viennent de m'en envoyer pour me remercier, tout ça, un petit cadeau de leur fête lunaire. Donc c'est gentil, merci à eux.
Et ici, ils disent qu'il est pas adapté à des grandes vitesses. Hein, ils recommandent, c'est du PLA Wood, ils recommandent 30 à 100 mm par seconde. Donc j'avais envie de voir un petit peu comment est-ce qu'un filament qui n'est pas adapté se comporte avec une impression qui est quand même imprimée à une plus grande vitesse. Je vais pas pousser le vis à imprimer à 1200 mm par seconde, mais je veux quand même essayer une plus grande vitesse. Alors, le contenu de la clé USB est assez succinct, hein. Comme vous pouvez le voir ici, on a le manuel en PDF, en anglais aussi, mais c'est le même que celui qu'on a en version papier. On a le FLSUN Slicer en version Windows et le FLSUN Slicer en version Mac. Alors, je vais quand même aller voir si sur le site internet, il n'y a pas une version plus récente. Ici, je vois qu'elle date du 29 du 9 2024, FLSUN Slicer 2. Et je vois que sur le GitHub ici, alors on est sur une version d'Orca rebrandée, hein, pour le dire quand même clairement. Je vois qu'on a la version 2.02 sur le GitHub ici, donc on va l'installer. Et malheureusement, hein, ça c'est une info pour ceux qui ont un Mac et un Mac avec une puce Apple, la version qui donne est une version Intel, donc on va certainement avoir plus de problèmes de performance. Hein, c'est malheureusement pas la version optimisée pour les puces silicone qui est dedans. Donc c'est dommage parce qu'il existe pour Orca une version optimisée pour les puces silicone. Je comprends pas pourquoi ils continuent à ne pas adapter comme ceci, à utiliser simplement les versions avec puces Intel. C'est peut-être une question de développement. Ils développent peut-être sur des machines virtuelles et ils n'ont pas de Mac avec des puces silicone pour ça. Bon, voilà. Ce que vous voyez ici, on n'a que un seul DMG et dans lequel il n'y a que l'app en version Intel. Alors donc vous voyez, on est effectivement bien sur du Orca Slicer. Si je vais sur l'onglet Device, je peux venir ajouter une imprimante. J'ai besoin pour ça de son adresse IP. Je mets le nom. Je vais mettre son adresse IP. Alors ça, si vous ne savez pas, il faut aller la retrouver sur la machine. Et vous voyez qu'il initialise une interface Maincell, je pense. Si vous ne savez pas ce qu'est une interface Maincell par rapport à une interface fluide, vous pouvez aller revoir ma vidéo sur Clipper où j'explique cela. Vous la retrouverez sur la chaîne. Voilà, petit coup de pub. Donc on a ici notre interface. Alors vous pouvez aussi tout simplement accéder à cette interface. Hein. C'est la chance qu'on a, c'est que c'est absolument pas bloqué, c'est pas limité à ça. On est sur une interface ouverte en tapant simplement l'adresse IP dans votre navigateur et vous obtenez exactement la même interface. Alors on va pas faire un cours sur Clipper, on va venir regarder. Donc en installant cette version-là, on a la chance d'avoir à la fois l'expérience de Orca avec les tests de calibration qui sont présents, etc. Mais on se limite aux imprimantes de FLSUN. Et on a déjà tous les profils qui sont calibrés et autres. Donc voilà. Alors moi je pense que j'utiliserai pas ça, mais que j'intégrerai dans Orca Slicer mon imprimante la S1. Mais on va d'abord d'ailleurs regarder ça plus tard dans la vidéo. Donc je viens faire, il y a des nouveaux fichiers de configuration, donc je vais lui demander de faire la mise à jour. C'est pas la mise à jour du logiciel, c'est la mise à jour des paramètres par défaut qui sont proposés par le constructeur. Je viens modifier mon imprimante, je rajoute la S1 Pro et j'ai donc maintenant mon plateau ici avec des paramètres, un paramètre standard en fonction du type de filament, hein, du eSUN, si vous avez le FLSUN PLA HS ou du filament générique. Bon, j'ai un PLA mais un PLA Wood, donc je vais venir me créer. Alors évidemment, le mieux c'est de faire un test de calibration du filament et tout ça avant. Moi je vais le faire, je vais pas laisser ça sur la vidéo, mais ici je vais faire un test avec le filament Wood que j'ai reçu de la part de iSunMate et je vais imprimer un truc un peu sympa pour voir et je vais essayer d'imprimer ce kit de puzzle 3D abeille. Je trouve qu'avec le filament bois ça peut donner un effet un peu sympa, donc hop, on va essayer ça. Il faudra imprimer ça en 2 fois, hein. Comme vous voyez, je ne sais pas mettre les deux sur un seul plateau. Bon, alors
Ici, je suis limité par la vitesse volumétrique maximum, évidemment, du filament. Donc, on voit ici un petit peu au niveau des vitesses, on a une bonne partie qui va être faite à 300 mm par seconde. Alors, petite chose qui est quand même intéressante à voir, c'est qu'avec les profils qu'ils proposent par défaut, on n'atteint pas les vitesses maximum qu'ils annoncent. Parce que il faut savoir que on ne va pas imprimer à 1200 mm par seconde la plupart du temps sur à peu près tous les objets. La machine en est capable, mais au sacrifice d'une qualité. La plupart du temps, quand on veut imprimer, on veut quand même une qualité certaine. Donc ici, si je viens mettre mon profil, on a à peu près la première couche à 60 et le remplissage à 400. Les périmètres intérieurs à 450, c'est déjà des très très belles vitesses, et au niveau des 1200 mm par seconde, on est plutôt sur les déplacements. Donc c'est déjà des très très belles vitesses, mais c'est pas, on n'imprime pas à 1200 mm par seconde, c'est important de le préciser. Et donc j'ai pour ma petite plaque 44 minutes. Quand je clique sur imprimer, j'ai le choix d'uploader ou d'uploader et imprimer directement. Je vais faire uploader et imprimer. Et c'est parti. Bon. Alors voilà, ça s'est imprimé, l'arrière, l'avant. Bon, l'arrière, la première couche, rien à dire, c'est très très bien. Au niveau de l'avant, c'est correct. Je dirais quand même que, bon, il y a de l'optimisation à faire au niveau du profil, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique. Bon, alors voilà, la petite abeille, c'est sympa, juste un détail quand même, avec ce genre de machine qui promet des vitesses comme celle-là, on va avoir une grande... il faut rappeler un petit peu l'impact de la vitesse volumétrique maximum sur une impression. Et ici, par exemple, les profils ne règlent pas, mettent une vitesse volumétrique maximum de 60 mm3 par seconde. Et la plupart des filaments, en tout cas la plupart des filaments que j'ai moi dans mon atelier, que ce soit le Prusaman, que ce soit ici le iSanmate, que ce soit, encaisse pas ces vitesses. Quand vous voyez mes tests de filaments, la plupart du temps, pour les bons, ceux de bonne vitesse, on monte les très bons, on est à 30 mm3 par seconde. On va tourner aux alentours de 20-25 pour les bons. Et ceux qui, par exemple, les filaments techniques ou des filaments un peu moins bons, plus anciens, on va tourner entre 15 et 18 mm3 par seconde. Pour pouvoir imprimer à 700, 800, 900, 1000, 1200 mm seconde avec une imprimante, on peut pas brider dans le slicer la vitesse volumétrique maximum. Et de ce fait, on a un impact sur la qualité, puisque si vous injectez beaucoup à très grande vitesse, le débit peut ne pas suivre. Et c'est ce qui se passe, par exemple, ici, on peut voir que certaines surfaces sont pas aussi net, et qu'on a des petites lignes qui montrent que là, le débit a un petit peu foiré au niveau de l'extrusion. C'est quelque chose à rappeler. Alors, jusqu'à ce qu'on sorte des filaments sur lesquels qui sont pensés pour encaisser du 100 mm3 par seconde, on ne pourra pas obtenir un détail super fin et une impression à cette vitesse. Il va falloir donc qu'on bride par la vitesse volumétrique maximum la vitesse d'impression si on veut toujours la qualité optimum. Vous verrez dans un test que je fais après, puisque j'enregistre ceci avant, voilà, que je dois me poser la question, si je veux imprimer vite et en grande taille, de l'impact sur la qualité de la pièce qui, pour cet exemple-là, pour moi, était acceptable parce que j'allais de toute façon faire du post-traitement autour. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. J'ai déjà entendu et lu pas mal de choses sur les réseaux qui disent tout et son contraire à propos de la vitesse et de ces vitesses-là. Et donc, rappelons bien, oui, vous pouvez sortir des pièces avec une qualité acceptable à une vitesse de dingue si vous acceptez certains compromis sur la qualité ou si vous trouvez, et si vous en avez à un prix décent, dites-les moi parce que moi je suis intéressé. Si vous trouvez des filaments qui peuvent encaisser du 80 ou du 100 mm3 par seconde en vitesse volumétrique maximum. Mais à ce stade-là, moi, j'en connais pas. Allez, on passe à la suite. Alors, pour tester l'ASA, ici, vous reconnaîtrez peut-être ceux qui connaissent les pièces. Donc, c'est encore des petites pièces qui me manquaient pour ma Voron. J'ai pris un profil générique,
ASA générique que j'ai adapté avec certaines spécificités de mon filament. Alors au niveau des vitesses, eh ben, vous voyez qu'il réduit la vitesse d'impression pour l'ASA, ce qui est plutôt logique. Et ben, l'ASA ne nécessite pas forcément une chambre chauffée, donc je vais le faire sans chambre chauffée. Bon, alors là, ben, ça n'a pas été. Hein. Je pense que c'est la vitesse. En tout cas, le filament n'était pas adapté à la vitesse que j'avais programmée et au flow que j'avais programmé. Donc, ben, il y a eu des spaghettis. C'est parti en cacahuète, ça arrive. Et ça nous permet de voir que le système de détection a bien fonctionné. Il a vu les spaghettis et il a stoppé l'impression. Donc, je vais me faire un petit test de débit volumétrique et je vais relancer tout ça. Bon, alors voilà, hein, pour l'ASA, aucune difficulté particulière. Enfin, si, hein, j'avais d'abord mis mon filament comme ça sans vraiment le calibrer et ben, j'avais vraiment des problèmes de débit, ça n'allait pas. J'ai fait toute la procédure de calibration de mon filament, le test de débit, le test de vitesse volumétrique. Alors ça, évidemment, limiter la vitesse d'impression, mais j'ai des pièces qui sont très précises dans le caisson fermé, sans, enfin voilà, l'ASA s'est imprimé sans problème particulier. Alors bon, pour faire un dernier test, je vais essayer d'imprimer avec Orca Slicer. Donc je vais déjà venir rajouter une imprimante et je vois qu'elle est là. Celle qui est dedans, c'est la S1, pas la S1 Pro, mais on va partir sur celui-là et on verra bien. Déjà, premièrement, je vais essayer de connecter l'appareil, hein, puisque je n'y ai pas accès ici en réseau, et on verra si on peut déjà envoyer via Orca Slicer et pas simplement FLSUN Slicer. Donc, je viens cliquer là, je vais choisir un nom, et je viens la connecter en Clipper. Je connais mon adresse IP, donc je vais la taper, et il me dit que la connexion fonctionne correctement, c'est très bien. Si je viens dans l'onglet appareil maintenant, on voit qui peut me connecter ici. Donc ça, c'est super. Au passage, on peut voir que la webcam ici est mieux pensée que sur la T1. Alors là, j'ai des crasses à retirer, mais que la webcam est mieux pensée que sur la T1, puisqu'ici, on a vraiment une vue en grand angle de l'ensemble de la machine. Pour les timelapse, c'est mieux, puisqu'avec la T1, on voyait principalement les couches du dessous. Alors, maintenant que c'est fait, j'ai des profils. Je vais partir du profil générique et là j'ai mis du Prusaman dedans. Je vais l'appeler comme ceci. On va lui donner la couleur du Prusaman que j'ai mis. Je vous passe ça, mais je vais faire les tests de calibration pour bien connaître mon débit et etc. Ici, il a mis une vitesse volumétrique maximale de 60 mm3 par seconde. Comme ça, il ne sera pas limité. On va voir s'il peut imprimer correctement comme ça. Je vais essayer d'exploiter la hauteur d'impression de la machine et on va voir dans quelle vitesse on peut faire ça. Alors, j'ai pris ici mon roi Arthur et on va le faire plus grand. Hein. Alors, normalement, il devrait pouvoir l'imprimer comme ceci. Et je vais quand même lui mettre des supports. Alors, je vais déjà désactiver la bordure. Alors, voilà, il s'est imprimé. La vitesse, ça a été, hein, parce que franchement, 8 heures pour faire ça, il y a 600 grammes. Ça me paraît être vraiment pas mal. Par contre, on va regarder un peu de plus près. Si on fait vraiment de la relativement haute vitesse, hein, je rappelle que le remplissage était à 700 mm par seconde, qu'au niveau des périmètres extérieurs, on était entre 400 et 500. Si on fait vraiment de la haute vitesse, on voit quand même un impact sur la qualité, un impact acceptable si, par exemple, dans mon cas, on va le peindre. Mais je vous montre ça de plus près. Et voilà. Alors, comme je le disais, le résultat est correct. Hein. Il n'est pas excellent et j'ai pas vraiment calibré le flux du filament. Hein. J'ai pris un filament, je l'ai mis comme ça. J'ai pas bridé la vitesse volumétrique maximum pour voir comment est-ce qu'il réagissait si j'utilisais simplement le profil par défaut proposé par Orca Slicer, un peu comme si j'y connaissais rien et que je voulais l'imprimer comme ça. Et le résultat est correct. J'aurais pu obtenir un meilleur résultat si j'avais vraiment pris la peine de bien calibrer le filament. Donc ça, c'est déjà une chose. Parce qu'ici, j'ai quelques petits passages, vous pouvez le voir là. J'ai quelques petits passages de problèmes d'extrusion. Et donc ça, c'est un problème de débit, hein, clairement. De ce côté-là, il faut pas chercher. Si j'avais bien calibré le débit de mon filament, ça aurait probablement... Et puis si j'avais aussi bien
calibrer la vitesse volumétrique maximum également, mais du coup, elle n'aurait pas imprimé aussi vite. Après, comme je le disais, ben moi, pour ça, c'est tout à fait acceptable. Pouvoir le faire comme ça, quelque chose qui fait 600 grammes, parce que je l'ai fait relativement plein, et ben, il fait son poids en 8 heures et qui a 37 cm de hauteur, ben, je trouve que on est sur quelque chose qui est bien, d'autant plus que ben, je vais faire un peu de post-traitement, je vais combler un petit peu les tout petits trous qu'on voit par la sous-extrusion et y passer de la peinture. Donc pour moi, ça se justifie tout à fait. J'ai pas de souci. Le temps gagné peut justifier ça. D'autant plus que, comme je l'ai dit, là, c'est utilisé avec le profil d'Orca Slicer qui est pas forcément autant optimisé que celui qu'on retrouve dans FL-Sun Slicer. Donc, ça se trouve imprimé avec FL-Sun Slicer, ça aurait déjà été mieux. Et puis, j'ai pas calibré le débit et la vitesse volumétrique maximum de ce filament. C'est du Prusaman pour rappel. Bon, alors quelle conclusion je pourrais donner pour cette fameuse FL-Sun S1 Pro? Alors, globalement, moi, une très bonne conclusion. La question, il faut la séparer différemment. Si la question est de savoir est-ce que j'aurais mis 1499 € pour avoir cette machine, je devrais me poser la question. Euh, Néanmoins, intrinsèquement, dehors du prix, moi, je trouve que la machine, ben, si on aime la logique Delta, on a quand même du potentiel avec cette machine. C'est toutefois pas une machine. Alors bon, moi je suis pas le plus grand des experts, mais je sens, hein, mais c'est souvent avec les deltas, je sens que pour en retirer le potentiel, hein, pour vraiment en retirer la substantielle moelle, il va falloir passer du temps à bien affiner ses profils de filaments, faire calculer son débit et tout ça. La machine laisse moins de chance et de place à la négligence et à l'erreur que d'autres machines. Ce qui peut être un problème pour les personnes qui n'ont pas une bonne ou une grande expérience de l'impression 3D. Donc ça, c'est ce que je pense. Mais je pense que d'un point de vue mécanique, la machine est vraiment très bonne. Euh, je sais que la S1, beaucoup ont eu des soucis avec ou n'ont pas été très contents. J'ai pas testé la S1, mais la S1 Pro, moi pour moi, ben, ça va tout à fait. Au niveau du bruit, on dit qu'elle est hyper bruyante. Porte fermée, 60 décibels, c'est pas silencieux, mais je trouve que c'est encore acceptable. La seule chose qui était ennuyant, c'est que de temps en temps, la CPAP faisait un petit bruit, un petit sifflement, même quand ça fonctionnait pas. Voilà, bah c'est comme ça, on s'y fait avec. C'est évidemment pas une machine que vous garderez dans votre dans votre chambre à coucher, mais voilà, moi, si je dois citer des points négatifs, moi, le premier, c'est le système de changement de filament. J'aime pas du tout. Alors, je pensais avoir enregistré, et puis ça s'est pas enregistré, mais pour vous dire, quand on change le filament, vous avez un bouton charger-décharger sur l'écran. Et puis, si vous cliquez sur le bouton décharger, vous pourriez vous attendre à ce que ça fasse remonter le filament, hein, comme dans toutes les imprimantes. Et ça ne fait pas remonter le filament, ça l'extrude. Et donc en fait, pour pouvoir et ça l'extrude exactement de la même manière que si on appuie sur le bouton extruder, donc ou charger. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aller au niveau du pneu fit qu'il y a au niveau de la tête d'impression, l'ouvrir, donc ouvrir le tube PTFE à ce niveau-là, couper le filament, donc pour être au plus proche de la tête d'impression, et puis il l'extrude pour faire partir l'ancien. C'est pas un fonctionnement que je comprends et qui me plaît. Et ça, je pense que ça, c'est un des points négatifs que je peux lui noter. L'autre point négatif, bon alors vous avez entendu mon fils le dire, ben c'est que elle est énorme, elle prend beaucoup de place et finalement pour un volume d'impression qui est intéressant mais qui est pas non plus à ce point énorme, c'est un choix, hein, et on a le déshydrateur de filament, bon il est là, il est bien. Je préfère vraiment cette logique-là plutôt que les boîtes fermées. Le filament mis en façade, ben, moi, je trouve ça vraiment bien, mais voilà. Puis, s'il y a un autre point aussi que je pourrais noter, c'est ben, l'isolation de la porte. Il y a du jeu, alors je sais pas si c'est mon modèle ou si c'est de série, mais en tout cas, voilà, moi, je dois faire quelque chose pour mieux colmater ça.
Mais globalement, la machine, franchement, intrinsèquement, me plaît bien. Alors, est-ce que à 1499, ça justifie le prix? Ben, j'ai du mal à répondre à cette question. Il ne faut pas non plus négliger la valeur des choses. Ouais, peut-être, je sais pas. Elle a quand même une grande taille. En fait, si, hein, parce que quand on y pense, les caractéristiques techniques, elle a une grande taille, elle a un déshydrateur intégré, donc elle peut monter jusqu'à 350 degrés pour la haute end, elle est faite pour les filaments techniques, elle a sa fameuse grande vitesse, elle a un clipper ouvert, elle a une chambre activement chauffée. Euh, on a quand même une machine qui est très complète sur le papier. L'expérience utilisateur est acceptable en fonction de ce que vous allez faire. Alors c'est sûr, non, c'est pas une machine à acheter à 1499 € pour imprimer de temps en temps 3 trucs en PLA. Là, on est clair, et donc c'est pas une machine que je vais recommander aux personnes qui se disent bah, tiens, moi je veux une imprimante pour commencer. Pour les raisons que j'ai citées avant, et puis pour celle-là aussi. Par contre, je pense que c'est une machine qui peut tout à fait convenir à quelqu'un qui veut faire un peu de productivité avec et avoir une machine qui est pas mal au niveau du filament. Il devra passer du temps à bien calibrer ses filaments, mais quand on est dans une logique de productivité, on n'est pas comme moi j'ai pu faire à un moment donné, ou je fais encore maintenant, c'est-à-dire on achète les filaments un peu en fonction des promos qui arrivent. De temps en temps c'est une marque, de temps en temps c'est une autre, c'est jamais la même. Quand on est un artisan, un professionnel, en général, on se met d'accord sur sa marque et on a un fournisseur de filaments, peut-être plusieurs pour certains types de trucs, mais en tout cas, on va pas avoir 50 références différentes sur une semaine où on va devoir chaque fois refaire la calibration. Donc ici, on l'a fait une fois pour toutes. On a une bonne, calibration de son filament, hein, je parle. On a une bonne impression avec ça. Donc, bon, voilà. Donc voilà pour la conclusion, hein. Je pense qu'elle est assez claire. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette machine. N'hésitez pas à y aller, hein, dans les commentaires, parce que il y a des vues sur mes vidéos et puis il n'y a pas toujours des commentaires, et puis voilà, moi je suis triste alors, et puis j'ai pas envie d'être triste, alors faites-moi des commentaires s'il vous plaît. Bon allez, je déconne. Mais sérieusement, faites des commentaires, algorithmes et tout ça, et puis simplement moi j'aime bien avoir du retour sur mes vidéos, donc allez-y, allez, ciao ciao.